Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invitée. Elle s'appelle Maude Maillard. Elle est chanteuse. Bonjour Maude. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous présenter ton parcours pour commencer, Maude? Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis chanteuse, mais j'ai commencé par chanter quand j'étais petite, aux grandes dames de mes parents. Mais les souvenirs qu'il me restent, c'est que j'étais une enfant plutôt timide, pas très sûre de moi. Et j'étais bien embêtée par tous les enfants à l'école parce que j'étais une hypersensible. Mais en fait, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie et c'est quelque chose qui justement coïncide très bien avec mon métier de chanteuse. Parce que j'ai des pensées en arborescence, parce que j'ai plein d'idées, parce que je suis pleine d'émotions et comme ça je peux le partager avec le public. Voilà, donc c'est un métier que j'ai fait. J'étais pas vouée à ça, mais je faisais des spectacles quand j'étais enfant l'été avec mes cousines pendant les vacances. Et je pense que c'est ça qui m'a plu. J'étais bercée un petit peu par la musique. Et puis j'ai commencé à fréquenter les karaokés quand j'avais 18 ans. C'est très à la mode à l'époque. Et puis de fil en aiguille, j'ai participé à donc plusieurs concours, radio crochet, karaoké. J'ai gagné pas mal de prix. Donc les gens que j'ai rencontrés dans les soirées, les animateurs, les organisateurs de ces soirées m'ont amené à commencer à faire des soirées en orchestre de bal populaire en parallèle de mes études d'aide-soignante. Et puis une fois que j'ai eu le diplôme d'aide-soignante, j'ai arrêté de travailler dans les services hospitaliers. J'ai commencé par travailler un peu jour et nuit pour faire les deux. Enfin, je faisais les deux, quoi. Puis il a fallu que je fasse un choix. Et donc je me suis retrouvée embauchée par des orchestres de variété, tout d'abord. Et puis donc c'est vrai que les parents m'ont pas poussée à ça parce que comme souvent les parents, le métier d'artiste, on n'est pas dans la sécurité de l'emploi. Ouais, t'étais reconnue t'étais reconnue Maude un peu comme saltimbanque, quoi. Oui, mais je pense que c'est encore le cas. On n'est pas toujours très considéré dans la société. Et puis après, on voit notre travail et on voit que finalement, il y a du boulot. Donc voilà, les gens cherchent quand même des artistes. Alors j'ai décidé de m'épanouir dans l'animation musicale, en commençant par donc des orchestres de variété, puis donc je suis passée par plusieurs orchestres, à commencer par une petite formation de 5 personnes, puis jusqu'à des formations jusqu'à 21 personnes sur scène avec des cuivres, des danseuses, des spectacles à monter sur différents thèmes. Pardon. Il y avait du chant, de la danse, enfin voilà, j'étais jeune donc il y avait beaucoup de motivation et puis d'ambition. Alors je l'ai toujours peut-être un petit peu différemment, mais voilà, je suis passée de palier en palier. Donc je suis entrée dans un cabaret en Suisse. J'ai fait aussi assistante magicien dans ce cabaret-là. Et puis j'ai continué à faire des cours de chant. Alors ça peut être du trio, puis du duo, et puis moi maintenant là tout seul. J'ai fait aussi des premières parties d'artistes, comme celle de Hugo Frey, où j'ai fait des soirées gala, où je passais avec les contorsionnistes, les humoristes de l'époque de Patrick Sébastien. C'est des artistes qui passaient dans ces émissions. Et puis j'ai créé ensuite mon propre orchestre pendant 1 an à peu près, avec aussi un duo en parallèle, un duo piano-voix où je faisais un peu de jazz. Puis ensuite, au fur et à mesure, je me suis retrouvée choriste pour les chanteurs des années 80 comme Plastique Bertrand, Lio, Julie Pietri. Et puis là, ça a duré 7 ans. J'ai encore quelques plateaux avec eux, avec la production Hugues Gentelet. Alors Hugues Gentelet, c'est celui qui était à la base de Acheter André Tête de Bois, par exemple, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, j'ai travaillé aussi avec certains artistes des années 70. Donc, voilà, petit à petit, j'ai monté en palier, quoi. Des expériences qui ont fait que j'ai fini par monter mon propre spectacle, seul en scène, qui s'appelle Mes années 80, qui retrace les différents styles musicaux de l'époque 80, avec les plus grandes chanteuses
et chanteurs d'ailleurs, parce que je fais pas que des chansons de chanteuses, du top 50, puis alors je retrace les années disco, le slow, le rock. C'est un spectacle tout public. C'est pas un concert, il y a des changements de tenue rapides, il y a un fil conducteur avec des voix off, la belle voix de mon ami Sylvain, qui n'est autre que mon collègue choriste de la tournée Les années 80 la tournée. Et ce spectacle, je vends auprès des campings, des comités d'entreprise, des associations, des mairies, puis en projet pour des hôtels-clubs, pour des touristes français surtout, mais voilà, dans d'autres pays, pas forcément en France seulement. Alors les gens qui t'écoutent doivent se dire, justement, je reviens un peu sur les 7 ans de la tournée des années 80. Le 7, c'est un cycle. Ça veut dire que quelque part, en fait, tu étais arrivé au bout de quelque chose. Il fallait que tu fasses autre chose. Oui, alors j'ai travaillé encore avec les artistes de la tournée. Enfin, on a quand même plateau encore, mais c'est vraiment quelque chose pour lequel j'étais vouée, parce que j'adore les chansons des années 80. C'est arrivé à point nommé à l'époque, et puis oui, c'est la continuité, le fait de proposer un spectacle qui s'appelle Mes années 80. Après, j'ai pas qu'un seul spectacle. J'ai un autre spectacle qui s'appelle Qu'est-ce qui fait chanter les blondes, que j'ai récemment créé. Et là, en fait, c'est encore une évolution, parce que je me suis mise à imiter des grandes chanteuses comme Marilyn Monroe, Sylvie Vartan, Brigitte Bardot, France Gall, Dalida. Je vais jusqu'à ces années récentes tout de même. Donc je vais encore le fignoler, parce que jusque-là il durait 1 heure ce spectacle, et j'ai envie qu'il dure encore plus longtemps, 1h30, parce que tout dépend chez qui on propose les spectacles, mais c'est plutôt demander que ça soit plus vers les 1h30. Donc bon voilà, c'est un autre spectacle que j'ai créé. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Maud, je vais te poser des questions. Tu répondras effectivement par des réponses un petit peu plus courtes, parce que c'est vrai qu'il faut mettre un peu de rythme dans l'interview pour les gens qui nous écoutent. Il faut pas non plus qu'il y ait qu'une personne qui parle, parce qu'il faut quelques relances. Faut créer un peu de dynamique. Alors, je vais te poser effectivement une autre question. Quelles sont tes passions en dehors effectivement de ton job de la chanson? Alors, j'aime lire. Je regarde pas trop la télé, moi je suis pas très télé, surtout actuellement, mais je fais aussi beaucoup de sport. Je fais 2 heures par jour l'hiver. Enfin là, il faut que je me réinscrive à partir de septembre jusqu'en mai pour me préparer au spectacle, parce que l'été c'est quand même plus intense, donc je suis pas chez moi l'été, et donc tout l'hiver je me fais ce loisir de faire du sport dans un club de sport. Donc musculation, endurance. C'est surtout pour le cardio. C'est vraiment parce que mes spectacles sont quand même assez intenses. Je suis seule en scène. Donc c'est physique, quoi. C'est physique. Il faut pouvoir tenir sur la longueur, quoi. Oui, voilà. D'accord. Donc les livres, justement dans les livres, quel est le livre qui t'a le plus marqué, qui a été un livre déclic pour toi? J'ai une auteure surtout qui s'appelle Natacha Calestrémé, qui a écrit 4 livres hyper intéressants. Alors il y a Les blessures du silence, qui était un polar qui parle d'une femme sous emprise, et c'est un sujet qui malheureusement fait partie de ma vie, donc j'ai dû continuer à lire ces livres parce que ça m'intéressait. Et puis elle a écrit d'autres bouquins, Trouver ma place, La clé de votre énergie. La clé de votre énergie, c'est un livre avec des protocoles pour sortir des schémas récurrents de transgénérationnels ou pas, pour récupérer son énergie. Ça c'est des choses un petit peu. Je sais que Philippe, toi, tu t'intéresses vu tes interviews, tu t'intéresses à ces choses un petit peu pas occultes mais spirituelles. Donc c'est assez ça. Et puis j'aime beaucoup les livres de coaching ou de développement personnel, comme celui de Stan Carré, qui s'appelle Vivre sans souffrir. Et d'accord. C'est quelqu'un que Et alors, quand tu lis un livre, en fait, tu aimes bien lire un livre papier, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu physique, un peu tactile avec le rapport du livre, ou est-ce que tu es comme beaucoup de gens maintenant qui aiment bien lire sur des liseuses?
Je suis inscrite à Audible, donc des fois je les écoute. Mais en fait, par exemple, la clé de votre énergie, vous trouvez ma place, je les ai achetés sur des plateformes en audio, mais j'ai aussi les bouquins papier parce que j'aime bien quand même avoir le support écrit. Alors voilà, je fais ce sont des bouquins en plus qu'il faut lire et relire, parfois s'arrêter sur des choses et y penser. Donc j'aime bien avoir les deux, puis j'aime bien les voix. Tu sais, moi je suis chanteuse, donc j'aime bien écouter aussi et être portée par la voix de la personne qui compte. Et ou qui raconte. Oui. Est-ce que tu écoutes des podcasts justement? Est-ce que tu es rentré dans l'ère du podcast? Est-ce que quelque part, quand tu fais ton sport ou quand tu fais ta cuisine ou quand tu prépares quelque chose, tu écoutes des podcasts? Oui, j'écoute des podcasts. J'écoute les tiens déjà. Ouais. Et depuis pas longtemps, parce que je connais depuis pas longtemps, mais en tout cas j'en ai écouté quelques-uns. D'ailleurs, le dernier en date, je l'ai écouté aujourd'hui, de Christine. Son nom, c'est Lévicky. Lévicky qui vit aux USA, oui. Oui, c'est très intéressant. Hein. Vraiment, tu interviews des gens avec des parcours très atypiques, c'est chouette. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'écoute du podcast justement? Qu'est-ce qui c'est parce que ça t'apporte des choses, ça te permet effectivement d'ouvrir des fenêtres nouvelles, ça te permet de rencontrer des sujets que tu ne connais pas? J'aime bien écouter le parcours des gens, j'aime bien écouter la façon surtout à laquelle leur parcours, c'est assez sympa d'écouter comme ça les autobiographies, tout ça, j'aime bien ça. Et tu aimes quel type de durée à peu près sur les podcasts? Par exemple, une demi-heure, c'est quelque chose qui te plaît bien, ou il te faut plutôt des formats courts, des formats longs? Je préfère les formats plutôt longs, une demi-heure ou une heure. D'accord. Quand ça dure 5 minutes, on n'en sait pas assez sur la personne. Okay. J'écoute des émissions de radio aussi, et parfois je suis frustrée parce que justement on passe trop d'une chose à l'autre. Donc quand c'est trop court, c'est frustrant. Quel est l'album qui t'a jamais quitté, de déménagement en déménagement, l'album de musique que tu as toujours gardé? Alors vinyle ou CD, quoi? Moi, je suis une grande fan de Tina Turner, c'est mon mentor, si on veut, hein, parce que je sais pas si on peut comparer une chanteuse de variété comme moi et une grande chanteuse comme elle, mais en tout cas c'est quelqu'un qui justement par son parcours, moi je dissocie pas en fait les gens de la scène et de leur vie. C'est d'ailleurs quand on prend les spectacles de Maud Maillard, on prend un ensemble, on l'aime ou on m'aime pas, on aime ma voix ou pas, et du coup Tina Turner c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis toujours, que j'écoute depuis toujours, et puis surtout j'adore l'écouter quand elle est sur scène. C'est vraiment le rapport public artiste qui me plaît. Alors, j'aime bien aussi écouter Julien Doré, mais c'est pas là pour le coup, c'est pas quelqu'un qui m'a inspiré, mais c'est des gens qui communiquent vraiment sur scène, où il y a vraiment une interactivité, et ça me plaît beaucoup. Oui, puis je suppose que, bon, là tu parles de Tina Turner, donc bon, il y a eu Ike, il y a eu ce rapport très conflictuel entre les deux. Ike qui était quand même très dominateur, il voulait tout régenter, etc. Et puis il a pas toujours été très correct avec elle. Donc ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, un peu un parcours peut-être que t'as vécu. Donc on comprend pourquoi tu affectionnes Tina Turner qui nous a quittés. Comment tu te projettes dans un an en tant que chanteuse, justement, parce que bon, on voit que c'est difficile aujourd'hui, on est en crise économique, les gens effectivement tirent un peu les bouts pour aller dans les concerts et autres, on voit que les artistes ont du mal à se produire, il faut un disque, ça coûte cher, etc. Comment toi tu te projettes? Oui, il faut se projeter. Je suis intermittent du spectacle, donc ça forcément il faut se projeter. On a toujours cette petite épée de Damoclès comme ça tous les ans. Pardon. C'est pas aussi simple que ça l'était dans le passé, c'est sûr. Donc il y a moins de tourneurs, moins d'agents artistiques, moins d'employeurs qu'avant, et puis on sort d'une époque aussi difficile où on était un petit peu les non essentiels. Donc je me projette en essayant déjà de trouver des gens des tourneurs, des agents artistiques. Mais bon, je me vends aussi moi-même, ce qui n'était pas le cas avant. J'essaie de développer des choses moi-même, donc c'est pour ça que je crée des spectacles. Donc je suis
toujours en création, toujours dans les idées. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment des idées en arborescence et toujours plein de choses à proposer. Alors j'essaie de les canaliser un petit peu. Et alors j'ai envie de faire un tribute de Tina Turner justement, alors avec musicien ou pas, mais c'est une idée qui est toute fraîche, hein. C'est des choses que j'ai envie de travailler. Mais aussi, voilà, je me projette surtout dans la vente de mes spectacles qui durent 1h30. Alors les deux, d'abord mes années 80 et Qu'est-ce qui fait chanter les blondes, qui peuvent plaire à différents organismes en fait. Pour mes années 80, c'est très très tout public. Hein, ça peut être, ça plaît aux enfants, à leurs parents. Enfin, quand je l'ai fait dans les campings cet été, par exemple, il y avait vraiment tous les publics. Je vois que c'est intéressant pour tout le monde en fait, pour tout public. Et puis qu'est-ce qui fait chanter les blondes, c'est plutôt pour les personnes un petit peu qui connaissent les époques précédentes, un petit peu plus âgées, les personnes plus âgées, je pense. Enfin, c'est tout à en fait, quand on regarde un spectacle visuel, on s'y intéresse aussi par le fil conducteur, les changements de tenue. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas un concert, que c'est un spectacle. Il y a vraiment voilà un fil conducteur en fait. Voilà. D'accord. Et, alors, tu parlais de cette façon de ouais, tu parlais effectivement de cette façon de se vendre. Alors moi je connais pas mal d'artistes et la plupart du temps les artistes ils créent mais ils ont énormément de mal à se vendre parce qu'en fait je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont pas la fibre effectivement de savoir combien ils coûtent, combien ils valent, etc. Toi, cette question du price, c'est quelque chose que je pose souvent dans les interviews des experts, tu as dû t'en rendre compte. Comment d'une certaine manière tu as trouvé le bon prix, le prix qui correspond, le prix psychologique qui permet aux gens d'avoir le déclic et de se dire oui tiens, là ça passe dans mes budgets, et puis en même temps quelque part ce qu'elle fait c'est de la valeur ajoutée quoi. En fait, mon spectacle, je suis seule en scène, mais on est plusieurs, c'est-à-dire qu'il faut quand même de la technique. Mais aujourd'hui, j'ai créé un spectacle où je suis seule en scène parce que ça permet de me vendre par rapport aux budgets qui sont de plus en plus serrés pour les organisateurs. Donc avant, je créais des spectacles sur le tour du monde, sur il y avait différents thèmes, et il y avait toujours des danseuses et donc là j'ai été obligée, pour réussir à gagner ma vie, de pallier à ce problème et en plus de montrer ce que je savais faire, que je pouvais être capable de prendre une scène à moi toute seule, d'animer à moi toute seule, de faire de l'interactif à moi toute seule. Évidemment, on ne fait rien seul, c'est-à-dire que moi j'ai toujours besoin de gens qui me vendent, même si j'essaye de le faire moi-même, mais j'essaie de faire en fonction des budgets. Alors, il y a un minimum, c'est-à-dire que je sais que tu aimes les choses bien claires dans tes podcasts, Philippe. Alors je vais te dire je vends mon spectacle entre 600 et 1200 euros, mais ça varie vraiment en fonction de la technique qu'il me faut. Parfois j'ai besoin de 2 techniciens, donc un technicien son, un technicien lumière. Ça dépend aussi de la capacité de la salle. Donc du coup, on a chacun notre cachet. Et puis, il faut savoir qu'il y a, c'est pas comme une entreprise où il y a 25% de charge. Nous, on est taxé à la hauteur de 50% par l'État. Hein, et ça me permet, donc moi j'ai la moitié, mais il faut compter les frais de traitement de salaire, les frais de route. Voilà. Après, la technique, c'est pas forcément, ils vont pas prendre le même prix un technicien ou l'autre. Et puis, j'essaie quand même de prendre des techniciens qui vont être proches du lieu de la prestation, comme ça fait moins de route aussi. Enfin voilà, j'essaie de faire ça, surtout parce que aujourd'hui, moi je me heurte à certaines réflexions qui peuvent. C'est en fonction aussi des budgets des gens, mais quand on me dit votre petit show est un peu cher, moi j'ai envie de leur dire, vaut mieux me dire le budget pour nous ne correspond pas. Moi j'essaie de m'adapter un maximum. Voilà.
D'accord, oui, ça veut peut-être dire aussi, sous-entendu, que les gens essayent de monnayer, essayent de descendre le prix, etc. Et puis il faut rappeler aussi que ce statut d'intermittent du spectacle, on l'a vu au niveau de Radio France et on l'a vu effectivement dans pas mal d'institutions, c'est un statut fragile, quoi. Donc il faut faire des cachets, il faut faire un certain nombre de cachets à l'année pour pouvoir effectivement gagner sa vie, quoi. C'est pas et pour conserver en plus le statut. Ça, je pense qu'il faut le rappeler aux gens. Oui, il faut le rappeler aux gens. Et puis c'est le fixe qu'on touche, c'est vraiment pour la création, c'est vraiment pour tout le travail en amont d'un show. Et donc ça compte. Et puis et le fixe qu'on a est calculé au prorata de nos salaires, de nos cachets. Donc si on est au minimum salarial, on aura un fixe minimum aussi. Donc il faut jongler avec ça, et avec le budget des gens, c'est pas toujours simple. Et puis aussi, je me vends moi, donc on va connaître aussi en fonction de mon expérience, on va me prendre aussi en fonction de mes qualités. Faut pas le négliger non plus. Je suis quelqu'un qui a quand même une certaine expérience. Ouais, tout à fait, oui. Puis t'es une marque quelque part. Maude Maillard est une marque, donc on te prend par rapport à ce que tu vaux, quoi. Au niveau des experts, j'ai rajouté un nouveau module aussi qui plaît beaucoup aux gens. J'aime bien qu'on parle un peu des choses qu'on a un peu loupées les uns et les autres, ces positions d'échec, mais surtout l'échec d'une part, mais comment on a pu rebondir, comment on a pu ressortir de l'échec. Est-ce que toi tu as connu effectivement l'échec? Et est-ce que quelque part tu peux, par ton témoignage, par une anecdote, donner envie, un peu d'espoir aux gens qui nous écoutent et se dire que justement l'échec n'est pas une fin, quoi? Oui, alors en fait on est en perpétuel renouveau avec dans le spectacle de toute façon, puisque un spectacle ne fait pas l'autre et une année ne fait pas l'autre. Et là on a vécu par exemple dans les dernières années. On a entendu qu'on était non essentiel, alors que pourtant le bien-être et le loisir c'est très essentiel pour moi, hein, et pour beaucoup de gens qui me suivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc ça a été un échec pour certains qui n'ont pas pu continuer leur métier, qui sont rentrés à nouveau dans des métiers à nouveau ou pas à nouveau, hein, qui ont changé de métier, hein, très très clairement, qui sont repartis dans le milieu général, dans des métiers qui leur convenaient pas ou voilà, ça c'est un échec. Moi, j'ai eu la chance de rebondir en créant mon spectacle. Mais voilà, c'est pas voilà, quand des échecs pour rebondir, enfin je sais pas, faut être passionné en fait. Vraiment. Ouais, je crois que ça c'est le mot d'ordre, hein, la passion dans tout ce qu'on fait, qu'on ait une entreprise, qu'on soit dans une passion justement, il faut avoir cette passion parce que c'est ce qui nous conduit à la résilience, c'est le moteur. Et tu parlais effectivement des années Covid et c'est vrai que j'ai une pensée toute chaleureuse aux exploitants de discothèques, hein, parce que ils ont été pas mal assommés. On a vu pas mal de discothèques effectivement disparaître. On a vu des disques jockeys aussi beaucoup touchés, hein. J'avais fait un débat moi sur le métier des gens de la nuit et c'est vrai que c'était très très sensibilisant parce que on entendait effectivement ces gens qui demandaient en fait de pouvoir travailler et on ne leur permettait pas de pouvoir le faire, hein. Comme tu disais, c'était des personnes non essentielles. Au niveau alors j'aimerais qu'on aborde maintenant les réseaux sociaux. Quand on est un artiste, est-ce que quelque part les réseaux sociaux nous servent ou nous desservent? Les deux, mon capitaine. Moi, écoutez, on peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur YouTube, mais moi, par exemple, j'ai pris le parti de ne pas créer de site internet parce que je pense que c'est plus trop ce qui se fait. Je pense qu'il y a vraiment du bouche à oreille qui se fait par les réseaux sociaux, mais ça, il y a aussi des inconvénients aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de contacts qu'avant et il y a moins d'agents parce que justement certains artistes ont réussi à se vendre seuls, d'autres c'est plus compliqué pour eux. Moi c'est pas mon métier, donc c'est vrai que on fait tous à notre façon comme on peut. Moi j'ai pris le parti de vraiment chercher des gens qui me vendent. Alors il y en a certains, mais par contre maintenant aujourd'hui il nous faut plusieurs agents pour réussir à faire notre statut. Et dans les réseaux sociaux, ça peut être très très bien, très bénéfique. Il y a des partages, etc. Et ça peut être le contraire, c'est-à-dire
les réseaux, on s'amuse bien aussi à casser les gens, à leur faire une réputation en fonction de ce qu'on veut. Il y a beaucoup de jalousie dans ce métier. C'est pas évident. Moi, j'évite de pousser les autres pour mieux passer. J'ai plutôt envie de mettre en avant mes qualités. Ouais, tout à fait, je comprends ça. Et puis c'est vrai, oui, comme tu le disais, les réseaux sociaux, c'est un peu l'auberge espagnole, quoi. Allez, on va terminer cette interview. On est avec Maude Maillard, donc je vais poser la question effectivement marqueur des experts maintenant, celle que vous attendez comme sur le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Maude? Écoute, tu m'as bien laissé m'exprimer. Je suis contente, tu t'intéresses. Je pense que tout comme moi, tu fais les choses avec passion, comme on disait tout à l'heure. Je pense que tu connais ton métier, tu portes de l'intérêt pour les gens, t'es curieux de connaître leurs attentes, puis voilà. Donc bravo pour ce que tu fais. J'engage d'ailleurs tout le monde à écouter tes podcasts qui sont très sympas. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses aussi pour ton entreprise. Merci. Donc c'était Maude Maillard. Alors justement Maude, si on a été sensibilisé par tes propos et qu'on a envie de pouvoir travailler avec toi ou qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur justement comment tu travailles, quel est ton mode opératoire, comment on peut rentrer en contact avec toi? Alors j'ai un compte Facebook Maude Maillard, mais là je vais avoir quelqu'un qui va gérer un groupe et une page, donc ça va me décharger un petit peu de travail parce que j'essaie aussi de travailler mes morceaux simplement, les apprendre par cœur, créer des choses et m'occuper des costumes, du matériel. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc au niveau de la publicité, je vais un petit peu passer la main, on va dire. Donc je vais avoir un compte, j'ai un compte Facebook, mais je vais aussi avoir un groupe Facebook très prochainement, une page Facebook. Et puis j'ai aussi une page YouTube, donc on peut me retrouver sur YouTube. Et puis j'ai un numéro de téléphone, donc celui-là qui est pour laisser des messages. Ensuite je rappelle ou je fais rappeler un agent. Alors je peux donner mon numéro? Disons que moi je suis pas pour le donner comme ça. Je suis plus effectivement pour que ce soit les gens qui te le demandent en rentrant en contact avec toi sur les réseaux sociaux. Donner un numéro de téléphone sur une interview, c'est toujours un petit peu tendancieux, quoi. Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous tapez Maude Maillard ou Maude Maillard chanteuse rien que sur Google, vous allez forcément tomber sur mes coordonnées et vous pouvez me contacter. Et me dire quelle est votre prestation demandée, le nombre de spectateurs, le lieu, la date, etc. Et là, je peux vous faire créer un devis. D'accord. Écoute, Maude, j'espère qu'effectivement que cette interview t'apportera plein de nouveaux contrats. Et en même temps, moi, je vous invite à justement aller travailler avec Maude. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez, plusieurs choses. Vous pouvez vous inscrire donc à Apple Podcast, donc en mettant un commentaire et en vous abonnant à Apple Podcast, puisque maintenant on est sur la plateforme. Donc c'est iTunes en fait maintenant. Et puis également, donc vous pouvez laisser un message sur la plateforme Spotify, puisque maintenant Spotify vous permet de laisser des messages, donc il faut pas vous en priver. Et puis bien sûr, vous pouvez vous inscrire à la chaîne donc des experts, c'est Interview Entrepreneur sur YouTube. Allez-y, devenez abonné. Il faut faire monter effectivement les abonnés. J'avais créé cette chaîne il y a 10 ans, mais je l'avais pas optimisée, donc maintenant effectivement elle est optimisée. Donc allez-y, il y a de plus en plus de contenu dessus. Et voilà, donc vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter, bien évidemment, la lettre d'information des experts sur Ocha. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous toutes et à vous tous. Merci de votre fidélité aux experts et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Maude. Merci Philippe, merci pour ce que tu fais. Continue comme ça. Merci à toi. Au revoir à tous.